beaucoup de sujets d'actualité, mais nous en avons choisi quelques-uns pour ce rendez-vous de Ça fait débat. Nous sommes en direct et vous pouvez nous suivre également en direct sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. De partout où vous êtes dans le monde, et nous saluons ceux qui nous suivent au Danemark et qui nous ont fait part de cet intérêt parce qu'ils ont un décodeur et qui reprend nos chaînes de télévision du pays, quelques-unes. C'est Sanga chez Fayulu. Réalisme politique ou chantage vis-à-vis du camp de l'Union sacrée, c'est la question, on n'affirme rien. L'autre interrogation en justice, comment Matata Pognon Mapan devrait recouvrer ses immunités? C'est encore une autre question, on n'a rien affirmé pour justement débattre de ces deux sujets. Rodrigue Ramazani, autour de cette table, vous êtes de l'Envol, le parti de Délice Sanga. Je vous remercie pour l'invitation, Fabien, et j'espère que nous allons échanger avec les compatriotes qui sont ici et dont je profite pour saluer, et aux nombreux téléspectateurs de Télé 50 et au peuple congolais qui nous regarde. J'espère que le débat permettra que beaucoup de questions soient éclairées. Très bien. À côté, juste après vous, c'est Pius Majombo. Vous êtes le responsable de la communication de la fédération UDPS au Katanga, donc Lubumbashi, fédération de Lubumbashi. Vous êtes de l'Union sacrée. Effectivement, merci beaucoup, M. Fabien, pour l'invitation. C'est la première occasion, je pense que nous sommes là pour débattre de grandes questions de la République. Je suis vraiment très ravi. Merci d'être venu. À ma droite, d'abord l'extrême droite, c'est Adrien Malenga. Il est de l'ECD cadre dans ce parti de Martin Fayulu. C'est la Mouka originale. Tout à fait, Fabien, merci. Il y a combien de la Mouka? Il n'y en a qu'un seul. Un seul. Un seul. Le coordonnateur aujourd'hui s'appelle Adolphe Mouzetou. Très bien. Voilà, il n'y en a pas deux. Merci Fabien pour l'invitation. Je salue également les co-débatteurs sur le plateau. Ça a toujours été un plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau prestigieux de Ça fait débat. Très bien. Et l'unique femme de ce rendez-vous, c'est Evan Akoukou, cadre du PANECO, le parti du Nouvel Élan qui dirige le député national Kayumba. Le prénom, c'est encore Bernard Kayumba. Madame, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette sphère. Tout à fait. Vous occupez quelle fonction au niveau du PANECO? Je suis communicateur au sein du PANECO. Très bien. Et vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Oui. Très bien. Alors, il faut centrer, c'est l'AMIBA, des cris de détresse en provenance de Mbujimaï, Wabalengele, Bakwanga, la gestion de l'AMIBA des criers, le shipment vendu dans une opacité déconcertante, et puis les maisons ou les agents déguerpis des maisons de l'AMIBA, des pleurs et des grincements des dents qui parviennent de Mbujimaï. Nous avons tenté sans succès de joindre l'ADG qu'on appelait à l'époque PAD de l'AMIBA, sans succès. Paulin Lukusa. L'IGF est-elle muette? C'est d'abord le premier tour de table. Une minute. Est-ce que vous êtes au courant quand même de ce qui se passe en Mbujimaï? Vous, au niveau de Envol, l'IGF ne semble pas très bien prêter oreille attentive aux cris de détresse en provenance de Mbujimaï. Vous savez, Fabien, ce qui se passe à l'AMIBA n'est pas du tout nouveau dans la gestion des entreprises publiques ou les établissements publics en République démocratique du Congo. Cette mégestion, elle est devenue monnaie courante. Et à la fin de compte, nous sommes en train de nous habituer à cela. C'est un fléau qu'il faut combattre. Et c'est ici les lieux, comme d'ailleurs vous venez de le dire, de demander à l'IGF, à l'Inspection générale de finances, de jeter un coup d'œil dans ce qui se passe là-bas. Il est quand même inconcevable au regard de tout ce que l'État venait de mettre pour que l'AMIBA puisse... Et dernièrement, 4 millions pour 4 millions. Les paiements des agents. Certains, on est en train de les déguerpir, alors que la société leur doit énormément.
Est-ce que ça répond quand même à la volonté du chef de l'État, le peuple et pourquoi le comité de gestion agit-il de cette manière? C'est une question que nous devons tous nous poser. Est-ce que c'est pour répondre aux besoins de la gestion? Est-ce qu'il faut répondre à certaines contraintes? Mais au-delà de ça, je crois que dans une entreprise, dans un établissement public soit-il, le travailleur reste de privilégié. Ça veut dire, à un moment donné, lorsque vous voulez prendre des décisions, il faut regarder est-ce que le droit de travailleur n'est pas lésé? Est-ce que le travailleur s'y retrouve? Mais sinon, de manière générale et globale, les gens sont habitués dans la gestion et nous espérons que l'IJF mettra son œil dedans afin d'éclairer comment est-ce que la gestion de tout ce moyen que l'État a donné à la disposition de ce comité est en train d'être gérée. À l'UDPS, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le social, mais le peuple est aussi à la mi-bas. L'IJF, qui est très active, semble n'est pas beaucoup écouter les cris en provenance de Bakwang. Monsieur Majombo. Monsieur Fabien, je pense que moi, je ne partage pas cet avis. Je pense que c'est tout à fait normal. Et ce cri qui vient de Mbuji-Mayi, je suis certain que ce cri est déjà arrivé au niveau du gouvernement et même au niveau du président de la République. Parce que, comme vous venez de le dire, nous, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le social. Et ce cri, surtout, qu'il vient d'une société comme l'AMIBA, lorsqu'on connaît l'impact de l'AMIBA sur l'économie dans le passé, parce que nous savons tous qu'à un certain moment, lorsque l'AFDEL est arrivé, c'est l'AMIBA qui a pratiquement, qui est venu à la rescousse de notre budget. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un cri, effectivement, qui est arrivé. Il y a une situation au niveau de Mbuji-Mayi. Mon co-débatteur venait de dire qu'à un certain moment, le pays, on avait habitude d'une certaine gestion malencontreuse dans les entreprises, mais ce n'est pas pour le cas, parce que nous venons avec un nouveau souffle dans le système de gestion. Je pense que tout ce qui se passe, si vraiment il y a des entorses, et je vous rassure que l'IJF va mettre la main là-dessus et les choses pourront revenir à la normale. Adrien, je crois que c'est une opportunité pour la MOUCA de pouvoir saisir les failles et se rapprocher davantage du peuple pour 2023 au lieu de continuer à réclamer la vérité des urnes. Écoutez, nous pensons au niveau de la MOUCA, parce que vous parlez de la vérité des urnes. Fabien, lorsque vous avez des institutions qui ne sont pas issues de la volonté du peuple, c'est-à-dire des institutions qui ne sont pas légitimes, ces institutions-là ne peuvent pas être rédevables au peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour des personnes qui les ont mis là où ils sont. Mais le régime de M. Tshilombo nous a habitués à ces genres de choses. Rappelez-vous des scandales que nous avons connus ici, projet de 100 jours, 15 millions, que de scandales, même de structures qu'on a mis en place au niveau de la présidence pour lutter contre la corruption. Ce sont elles-mêmes, excusez-moi, quand on parle de structures, retrouvées dans de malversations financières. Eh bien, ce qui se passe à l'AMIBA doit quand même étonner les Congolais. Comment est-ce que l'État congolais, avec les difficultés que nous avons, peut débourser de l'argent pour essayer de booster les choses et que cet argent-là est, comment dire, détourné et que Kinshasa ne dise rien et que l'IJF ne dise rien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de retour au niveau de Kinshasa? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si l'IJF est sérieux dans son travail, ça, je crois, je parle sous réserve des juristes, c'est vraiment de la fragrance, parce que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Il faut agir. Fabien, je termine par dire que le problème de l'AMIBA est connu. Nous avons suivi le débat de spécialistes sur cette entreprise qui ont dit il faut d'abord commencer par savoir quels sont les actifs de cette entreprise. On ne le connaît pas. À un certain moment, on a voulu ouvrir le capital de cette entreprise aux investisseurs étrangers. Quel est cet investisseur étranger sérieux qui peut venir, qui, un, ne sait pas quels sont les actifs réels de l'AMIBA, deux, qui sait que l'AMIBA est surendettée, et donc ça pose un sérieux problème. Je crois que ces problèmes doivent être résolus par des dirigeants qui sont clairvoyants, qui sont responsables, qui ont une vision pour cette entreprise. Et voilà, Madame Akoukou,
c'est à vous maintenant pour boucler justement ce premier tour des tables sur la situation à l'Amiba. SACIM exploite dans les installations de l'Amiba à Miabi et SACIM, vous connaissez, l'opacité aussi à ce niveau, on ne comprend rien. Avant, c'était les Zimbabwéens à travers la Sengamine. Le peuple, lui, il broie du noir les damnés de la terre. Madame, au niveau de l'Union sacrée, l'IGF, toujours en train de faire du bon travail. Oui, merci beaucoup. Selon la vision du chef de l'État. Merci beaucoup, Fabien. Déjà, je tiens à préciser, selon la vision du chef de l'État, nous appelons le peuple congolais à ne pas se précipiter parce que l'IGF est en train de faire son boulot. Le chef de l'État a promis aux Congolais de rétablir la justice dans ce pays. Et surtout, pendant des décennies, l'Amiba, on a eu à voir pas mal de détournements. Et sachez que les inspecteurs sont en plein boulot. Le boulot s'est fait et les résultats seraient satisfaisants et le peuple congolais va trouver gain de cause. Alors, c'est pour dire que ceux qui sont à l'Amiba, ils doivent écouter le peuple et surtout travailler dans la nouvelle vision si réellement ils la comprennent. On aborde ce revirement de Délice Sanga qui y était dans l'Union sacrée. D'abord parmi les 13, il a donc voulu se rapprocher de Martin Fayulu dans le cadre d'une lutte contre le glissement. Il faut à tout prix les élections en 2023. Nous sommes avec vous en vol. Rodrigue Ramazani, est-ce que vous êtes les bienvenus chez Martin Fayulu? Est-ce que ça a été une décision réfléchie Fabien, de votre leader? Laissez-moi rire, Fabien. Mais j'aimerais quand même ici préciser, c'est très important dès le seuil, qu'il n'y a pas eu coalition entre l'honorable Sanga et Martin Fayulu, qu'il n'y a pas un projet de créer une nouvelle plateforme politique ou électorale pour 2023. Ce que l'opinion nationale et internationale doit retenir est qu'il y a une convergence de vues sur des questions qui dépassent des clivages politiques. Le combat que nous menons depuis juillet 2019 pour la réforme lors de notre premier bureau politique tenu ici à Kinshasa, nous avions déjà mis le pays sur l'orbite de réforme électorale. Ensuite est venue l'initiative de 13 personnalités où il s'est dégagé un consensus sur des questions de réforme électorale essentiellement. Et après, il faut reconnaître qu'après les consultations de G13, plusieurs forces vives de la République ont été consultées, notamment les partis politiques dont les CID avec le président Martin Fayulu, le président Adolphe Mozito, mais aussi la Lucha, Filimbi, les membres de la société civile. Un consensus a été dégagé. Et c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'un combat qui doit dépasser les clivages politiques, que nous puissions ensemble, avec les différentes forces vives de la République, dégager la même vision sur cette question. Donc, j'insiste qu'il y a eu convergence de vues, il n'y a pas eu adhésion, il n'y a pas eu coalition, les partis en vol demeurent membres de l'Union sacrée. Ce qu'il faut insister est que les questions liées au respect de délai pour la tenue des élections est une question qui dépasse des clivages politiques. Les questions liées aux réformes consensuelles est une question qui doit plus unir la société que nous diviser. Ce n'est pas une question de camp politique contre les autres, c'est une question de l'unité nationale premièrement. Fayulu est-il, plutôt c'est Sanga Deli, est-il un homme incompris au sein de l'Union sacrée, raison pour laquelle il se rapproche de Martin Fayulu dans ce que vous appelez convergence de vues? Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, on n'a pas sa compréhension de la question des questions électorales? J'insiste encore, il ne faudrait pas qu'on mette de la confusion au sein de l'opinion qui nous suit. Il n'y a pas eu de rapprochement. Il y a eu convergence de vues, même avec les chefs de l'État. Sur cette question, il y a une convergence de vues. On ne peut pas ici faire croire comme si il y a une convergence de vues qu'avec Martin Fayulu. J'insiste que c'est avec toute la société en général. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit plusieurs fois que les élections doivent avoir lieu dans le délai constitutionnel. Il insiste, il le dit, que les réformes doivent avoir lieu. Et d'ailleurs, il a reçu à cette occasion, à l'époque,
le jeu 13. Donc aujourd'hui, cette question ne peut pas faire débat lorsqu'on dit qu'on a une convergence de vues avec Martin Fayoulou, avec Adolphe Mouzitou, avec le président Katumbi, avec la Lucha Filimbi, pour lutter ensemble en vue que ce respect de principe soit accepté par tous. Première de choses. Maintenant, c'est qu'il faut dire ici, parce que ça s'est dit aussi dans l'opinion, très cher Fabien, certains parlent de l'instabilité. À un moment donné, je vous ai vagabondage politique. Non. Le problème qu'on a aujourd'hui est que l'honorable Sesanga est victime de ses convictions. Nous ne nous battons pas pour des individus à la différence des autres. Nous nous battons pour nos convictions. À chaque fois que l'honorable Sesanga est différent avec ses partenaires, c'est par rapport au principe. C'est par rapport au principe et non par rapport au camp politique. Et dans sa vie politique, il n'a vécu que dans 2 partis politiques. Force de Futur, MLC, ensuite il crée l'Envol. Mais il a été au MLC, transfuge du MLC, il a rejoint Joseph Kabila à un moment donné. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il est d'ailleurs à féliciter, c'est un de rares. Lorsqu'il quitte l'MLC, la tendance était lorsque vous quittez l'MLC, vous traversez vers le pouvoir. Il crée l'Envol comme un parti de l'opposition, ce qui démontre d'abord sa constance. Sa constance est à ce niveau-là parce qu'il se bat pour les idées, et non pour les individus. Je vais revenir à la différence Rodrigue Ramazani. Et tout ce qu'on raconte aujourd'hui, ce ne sont que de spéculations. Et d'ailleurs, c'est généralement des journalistes qui courent derrière du sensationnel dans le souci de faire du buzz. Et voilà, Madame Akoukou, c'est à vous maintenant de prendre la parole. On change un peu la manière de la distribuer cette fois-ci. Comment avez-vous compris la démarche de Dély Sesanga? La démarche de Dély Sesanga, déjà, au départ, c'est une manière égoïste pour freiner le chef de l'État, malgré dans l'union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, la rencontre entre Fayoulou et Dély Sesanga n'est pas nouveau, vu qu'on connaît déjà la suite. On connaît déjà la suite. Aujourd'hui, la suite, c'est quoi? La suite, on le connaît, ça serait une boule de neige. On connaît la suite. Parce qu'aujourd'hui, chacune des décisions prises par le chef de l'État sont des décisions responsables et pour l'intérêt du peuple congolais. Si aujourd'hui, il faut former un front commun contre les glissements, et alors si le glissement doit déboucher sur l'intérêt du peuple congolais. Alors, que dirait Dély Sesanga ensuite? Et ça, c'est le vagabondage, c'est un manque de responsabilité de l'élite politique. Parce que s'il était responsable, il n'allait pas aller faire cette rencontre-là. Moi, je pense, entre Fayoulou et Sesanga, je ne peux même pas commenter parce que la suite... Vous ne trouvez aucune convergence? Je ne trouve aucune convergence. Alors, s'il était nommé ministre dans un portefeuille clé, juteux, est-ce qu'il prendrait cette initiative, selon vous? Est-ce que vous n'avez pas quand même bien mal joué pour priver à Dély Sesanga un poste quand même important? L'unique membre de son parti, c'est une femme qui est vice-ministre à la Défense, si je ne me suis pas trompé. Alors, est-ce que ce n'est pas un chantage? Oui, c'est un chantage parce que hier, il y avait son Excellence F. Bazaïba qui criait qu'il n'appellera jamais Fachi président. Mais aujourd'hui, elle a dans son bureau derrière, c'est l'effigie du chef de l'État. Et le chantage s'est calmé. Et c'est la même chose que fait Dély Sesanga. S'il veut un poste, il n'a qu'à passer dans les bonnes directives. Alors, au Paneco, on pense que ça, c'est un chantage. Nous venons à vous, Adrien. Apparemment, le mouvement, la démarche de Dély Sesanga n'est pas la bienvenue dans l'entourage de Pro-Fayoulou. Si lui, il est vraiment encouragé dans ça, mais vous n'avez pas bien vu cette démarche de Fabien, tout de suite, je vous dirais que nous saluons le courage de l'honorable Dély Sesanga. Vous savez que c'est un homme qui est à respecter. C'est un digne fils du pays qui a le droit de proposer des choses en tant que d'abord député, en tant qu'acteur politique. Mais je voudrais, Fabien, aller dans des choses sérieuses. Nous sommes en train de parler des choses de la République, nous devons être le plus sérieux possible. Pour nous, en tout cas de la MOUCA et de l'ECID, la question qu'on se pose, c'est
Que dit l'honorable Deli Sesanga? L'honorable Deli Sesanga dit qu'il faut, qu'on trouve un consensus sur les réformes électorales qu'il faut engager pour garantir des élections crédibles, transparentes et impartiales. Est-ce que les élections que nous avons eues par le passé ont été transparentes, impartiales? Non. Nous disons, c'est comme ça que nous voyons les choses d'ailleurs, Fabien, depuis mars 2019. Rappelez-vous les propositions de sortie de crise où nous avons demandé à ce que de réformes institutionnelles consensuelles soient engagées pour que nous puissions corriger les erreurs que nous avons connues lors des élections passées et garantir la vérité des urnes. Je rappelle, à l'intention de nombreux téléspectateurs et peut-être de certains co-débatteurs qui sont ici avec nous, la vérité des urnes veut dire le respect de la volonté du peuple tel qu'exprimée dans les urnes. Mais depuis mars 2019, Deli Sesanga est député national. Non, mais écoutez, parce que vous savez, il fait partie des 13 membres, des 13 personnalités. Est-ce que son combat ne pouvait pas se dérouler au niveau de l'Assemblée nationale? De notre point de vue de la MOUCA, des questions importantes comme celle de consensus, de réformes qu'il faut engager pour améliorer les processus électoraux, ne devraient pas se passer dans ce Parlement illégitime. Vous avez vu dans quel contexte ce Parlement a été mis en place. Rappelez-vous dans quel contexte le Sénat a été mis en place. Toutes ces institutions-là, pour nous, sont frappées d'illégitimité. Et nous avons dit, il faut créer une tripartite. Et c'est d'ailleurs la différence qu'on avait avec G13 à l'époque. Parce que G13, effectivement, comme Rodrigue l'a dit, a consulté le président élu Martin Fayulu Madidi. Nous avons dit, attention, aujourd'hui dans ce Parlement monocolore, où M. Tshisekedi a acheté les députés, où M. Tshisekedi donne de cadeaux de 50 millions, 1000 dollars de Jeep aux députés, où il a créé son union sacrée. Vous savez comment est-ce que ça a été créé? Vous amenez des questions de réforme, nous l'avons dit au G13, ils n'ont pas cru, mais lorsque la loi est passée au Parlement, le G13, je crois c'est le 11 juillet 2021, le G13 a fait une déclaration pour dire « Nous ne sommes pas d'accord avec le travail qui a été fait au niveau du Parlement parce que cette loi ne garantit pas des élections crédibles et transparentes. » Deuxième des choses, Fabien, aujourd'hui il y a le mouvement Lucha qui a lancé l'agenda citoyen, c'est-à-dire il lance l'appel à toutes les forces sociopolitiques qui veulent que les réformes consensuelles soient engagées pour améliorer les processus électoraux et que les élections transparentes, impartiales et démocratiques soient organisées en 2023 dans le délai constitutionnel, toutes ces forces sociopolitiques devraient fédérer leurs efforts pour lutter afin que nous puissions effectivement atteindre des objectifs. Aujourd'hui, nous saluons le courage de l'honorable Deli Sesanga. C'est un homme libre qui pense, qui réfléchit. Il ne peut pas, en tout cas, en tant que nationaliste, patriote, être enfermé par... Je m'excuse, je termine tout de suite. Le timing. Donc nous disons que lorsque vous dites que nous n'avons pas accepté ce rapprochement, je confirme, effectivement, c'est que Rodrigue a dit, il n'y a pas eu de coalition, il n'y a pas eu d'alliance, on a juste, convergé sur le plan de la pensée, sur le plan du combat, et nous serons heureux demain d'être dans les actions pour obtenir l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et obtenir des réformes consensuelles. Vous avez le pouvoir de la rue. Nous avons le pouvoir de la rue, c'est vrai que nous n'avons pas le monopole de la rue, mais nous avons le pouvoir de la rue, l'article 150, nous avons le droit. Alors, comment voyez-vous cette dynamique qui commence à se mettre en place? Les mouvements, quelques mouvements citoyens, et Sesanga qui rejoint Fayulu, ils ont des convergences, m'a-t-on dit tout à l'heure, et puis ils ont même cité Katumbi avec Ensemble, et peut-être que ça serait l'expertise du FCC serait sollicitée. Comment vous avez regardé ça? Dans la cécité ou avec réalisme? Non, je pense que la première des choses, c'est que ici sur cette table, je constate une chose. Il y a d'abord une démarcation entre les dires des représentants, n'est-ce pas, de l'envol et de les idées. Vous le constatez vous-même. Vous savez, Fabien, lorsqu'on fait bien, on fait bien les choses. On n'a pas de difficulté pour les faire comprendre, pour faire passer le message. Vous avez remarqué ici que du côté de l'envol, on a du mal
à expliquer réellement ce que la démarche, ce que vous appelez ici dynamique de M. Sesanga. Oui. Donc, lorsque vous regardez... Objectif 2023. Objectif Il faut 2023. des réformes... des réformes pour des élections libres, démocratiques. Laissez-moi d'abord terminer, et transparentes. Fabien. Oui. Les élections, c'est d'abord constitutionnel. Et je pense que pour l'instant, au niveau du Parlement et au niveau de toutes les forces politiques, tout le monde y travaille. Vous avez parlé d'une dynamique entre les partis politiques et disons, les mouvements citoyens. Je pense qu'il faut remettre chaque composante dans sa réalité. C'est-à-dire, il y a les partis politiques qui ont leurs objectifs et les mouvements citoyens qui sont en quelque sorte des groupes de pression, ils sont en train de faire leur travail. Et cela ne doit pas être récupéré à tout moment au niveau politique. J'ai comme l'impression qu'effectivement, toute cette démarche, c'est récupérer un peu cette démarche de la lucha qui est en train de faire son travail en tant que mouvement citoyen. Donc, ici, ce qu'il faudra comprendre tout simplement, c'est que cette démarche est une démarche très obscure aujourd'hui, que des personnalités ne savent pas exprimer leur mécontentement par rapport à leur positionnement politique. Alors, Délice Sesanga, il est quand même dans une logique là, et il tient mordicus à la vraie réforme du processus électoral. La réforme, et des réformes qui vont faire changer les choses. Est-ce que sa démarche ne vaut pas la peine? Pour parler de vraies réformes, il faut faire comprendre que les fausses réformes dont vous êtes en train d'attaquer. Quelles sont les réformes que lui, disons, M. Sesanga, considère comme fausses? Parce que les réformes qui sont en train d'être opérées au niveau de l'Assemblée nationale sont institutionnelles. Ça, c'est d'abord la CENI. Et justement, et encore, à ce niveau-là, on croit que la CENI est trop politisée, même s'il y a eu l'avènement de 6 membres de la société civile, 5 plus le président. C'est ce que je disais, que lorsque vous voulez quelque chose et que donc vous ne savez pas l'exprimer, ça crée la confusion. Et vous voyez vous-même qu'on ne sait pas nous-mêmes se situer sur les réelles motivations de M. Sesanga. Sesanga a été aussi proche de Katumbi. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche? On a parlé de convergence ici. On a parlé de convergence, des vues, mais on ne sait pas nous expliquer c'est à quel niveau que ces vues se convergent réellement. Il n'y a pas. Parce que ces mêmes démarches sont opérées partout. Bon, vous parlez de notre camp, vous remarquez que d'ailleurs, dans ce camp que nous appelons la Mouka, c'est toujours la même problématique, la confusion, les positionnements. Vous savez, ça devient un peu compliqué. Moi, je pense qu'ici, nous avons en face de nous une démarche qui n'est pas réellement pour le compte, n'est-ce pas, du peuple, mais une démarche personnelle de positionnement, peut-être qu'on pourra exprimer. Mais je suis sûr qu'après cette rencontre, il y en aura encore une autre, et puis ça va aboutir à une... Vous savez, parce que les gens étaient habitués à ce système de gâteaux, donc c'est compliqué. Je pense que c'est dommage, parce que nous avons un nouveau système que le président de la République est en train d'instaurer, que l'union sacrée est en train d'infuser dans cette République. Et ça sera vraiment ça sera vraiment très compliqué pour les gens qui font ce genre de calculs pour avoir des positionnements, pour avoir tel poste. Alors, ne soyez pas dans la suffisance pour croire que Sesanga est enfant de cœur, Katumbi et les autres. Sesanga a été très proche de Katumbi avant d'aller battre campagne chez lui à Luisa, au Kasaï central, sous Mouniéré. Alors, et puis en faveur de Félix Tshisekedi. Alors, ça se voit quand même mal, ce vagabondage d'Élie Sesanga. C'est un homme qui rentre chez Moïse Katumbi parce qu'on ne lui a pas donné un portefeuille clé. Écoutez Fabien, je veux vite rebondir parce que beaucoup de gens en parlent. Je tiens ici à rappeler à l'opinion que à la veille de la campagne électorale, on a vu des leaders politiques de ce pays faire les déplacements de chez eux jusqu'au bureau de l'honorable Sesanga situé à l'immeuble 5 à Sec. Il s'agit là de Vital Kamere et Félix Antoine Tshisekedi qui sont venus demander les soutiens. Et il n'y a jamais eu le sens contraire.
Donc, l'honorable Sessang a toujours été élu depuis 2006 comme député dans sa circonscription et n'avait jamais battu campagne pour Félix Tshisekedi ou d'autres personnes. Le plus important aujourd'hui est de savoir sur cette question qu'il n'y a jamais eu de flèche aller vers l'honorable Sessanga pour demander le soutien du président Félix Tshisekedi. C'est le président Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet Vital Kamerhe qui sont venus voir l'honorable Sessanga. Les images sont là, les vidéos sont là pour solliciter son soutien. Sur cette question, j'aimerais qu'on puisse le clore une fois pour toutes. Deuxième chose, est-ce que l'honorable Sessanga se bat pour un poste? Comment les gens peuvent être de mauvaise foi jusqu'à ce point? Une personne, plusieurs semaines avant, même un mois avant la sortie du gouvernement, Sam Alukonde, prend parole sur Top Congo pour dire que lui n'ira pas au gouvernement, il fait le choix de rester à l'Assemblée nationale comme gendarme des réformes. Comment les gens peuvent être amnésiques et de mauvaise foi jusqu'à ce point pour se dire que l'honorable Sessanga court derrière un poste ministériel pendant que ce poste ministériel était arrivé et l'honorable Sessanga l'a proposé à la vice-ministre Séraphine Kiloubou qui est cadre du parti en vol. Soyons sérieux à un moment donné, lorsqu'on n'a rien à dire, pour certains ils peuvent se taire. Deuxième chose, madame dit qu'il s'agit là de l'égoïsme. Le vagabondage politique, les gens en parlent quand même. Mais pas, je suis en train de le dire. Il a flirté avec Moïse Katumbi, non. Pour se faire réélire à Luiza, il a fallu prendre un peu distance de Katumbi. Vrai ou faux? Faux. Je l'insiste ici. L'honorable Sessanga et l'envol ne servent pas de personne. Nous servons de cause. Et jusqu'à preuve du contraire, si on avait eu des distances avec Moïse Katumbi, jusqu'aujourd'hui, pouvez-vous me dire si l'honorable Sessanga a déjà été revoqué comme secrétaire de l'ensemble pour le changement du parti de Moïse Katumbi, bien qu'on n'a pas adhéré à son parti comme l'ont fait les autres? Il s'agit ici de principes et de respect des accords tels que nous discutons avec nos partenaires. Pour arriver, juste pour finir ce toilettage, bien que j'aurais même plus le temps de répondre à la question que vous m'aviez posée, vous m'avez tellement bombardé avec des questions directement. Mon co-débatteur de l'UDPS dit ne pas comprendre la démarche. Il y a ici le lieu aussi d'expliquer pour qu'il puisse comprendre la démarche. La démarche ici, c'est le même combat qu'on a mené avec vous. C'est pour le respect de la Constitution, le respect de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Lorsque vous militez pour ça, ça veut dire que vous ne voulez pas les glissements. C'est la même vision que partage le chef de l'État. Il a dit plusieurs fois du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Si vous êtes vraiment derrière la vision du chef de l'État, vous serez derrière ce combat parce que c'est le combat du chef de l'État. C'est sur ce point-là que nous avons cette convergence de vues dans toute la société, sauf vous, évidemment, je constate que vous n'avez pas cette convergence de vie avec le chef de l'État qui veut qu'il puisse y avoir deux réformes consensuelles, parce qu'il a reçu l'agenda citoyen de G13 par l'entremise d'un rapport bien déposé, et de deux, le chef de l'État ne veut pas les glissements parce qu'il veut que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Entre vous et nous, madame, c'est nous qui soutenons le chef de l'État dans sa vision. Si vous voulez soutenir le chef de l'État en encourageant les glissements, c'est que vous êtes en dehors de la... Alors, qui a parlé du glissement? Qui a dit qu'il n'y aura pas élection en 2023? Ici, il est le lieu de dire qu'au regard de la manière dont les choses sont en train d'évoluer, ça laisse la société dans une crainte. À ce moment où nous sommes, je ne sais plus, à 700 et quelques jours, avec l'ancien bureau, on avait déjà un calendrier électoral, sauf si tout le monde l'a oublié. Mais ici, nous ne sommes pas encore là. Nous débattons sur la loi, nous débattons sur les réformes. On aurait déjà dû terminer les réformes. Ici, il faut accompagner cet appel du Front citoyen pour le respect du délai constitutionnel, afin que les élections soient organisées, pour permettre à la démocratie de s'exprimer. Car il ne faut pas oublier, Fabien, le vrai gardien de la démocratie reste le peuple. Madame Akoukou, vous allez ramasser certaines préoccupations ici et des affirmations. Je vous ai vu secouer la tête pour dire que vous n'étiez pas d'accord avec certaines affirmations. Au PANECO, est-ce que vous partagez le souci en vol, entre guillemets, de pouvoir se battre pour que le rendez-vous de 2023 soit respecté? Mais pourquoi ils se battent tout en disant que le chef de l'État
c'est son souci primordial d'organiser les élections en 2023. Le chef de l'État l'a dit, le chef de l'État va le faire. Vous ne l'accompagnez pas? Nous accompagnons sa Non, vision. vous ne l'accompagnez pas parce que derrière votre démarche se cache une autre. Le Procès chef de l'État ne s'est pas Madame, encore prononcé là-dessus. vous pouvez laisser, c'est madame qui a Le la chef de parole. l'État ne s'est pas encore prononcé là-dessus s'il n'y aura pas élection. Jusqu'à preuve du contraire. Il faut attendre que le toutes chef ces- de l'État se prononce. Non, La non. Constitution l'est dit, Le madame. chef de l'État l'a dit, son souci, c'est que les élections aient lieu en 2023 et non le contraire. Alors, ça ne Et sère à rien encouragez-nous de à créer, revenir. Rodrigue, c'est madame ça ne qui sert a à la rien de parole. créer des groupes pour se dire que non, nous ne voulons pas les glissements parce que jusque-là, tout à l'heure, là, le journaliste vous a posé la question de savoir si qui a dit qu'il y aura glissement. Vous n'avez pas su répondre. Il ne faut pas spéculer, monsieur. Il ne faut pas vivre dans des J'ai répondu spéculations. au journal. Madame, est-ce que vous Posez-moi voyez... la question, je vous répondrai, madame. Rodrigue, c'est moi Je qui vous en prie, distribue monsieur la Fabien. parole. C'est Alors, un débat, c'est un échange. qu'est-ce qui se cache derrière la démarche de ces sangas? Au fait, apparemment, vous avez fait des analyses au niveau de Paneco et vous avez décelé déjà quelques indices d'un plan qui est en gestation. Qu'est-ce que vous voyez derrière? C'est du chantage pur et simple. Et derrière ça, c'est un mécontentement de ne pas être choisi parmi les warriors qui pousse, c'est l'une des motivations, qui pousse à ce qu'ils puissent avoir des groupes, des groupages qui se créent de part et d'autre. Et étant congolais, étant qu'on est là pour le bien-être de tous les Congolais, ainsi que poursuivre la vision du chef de l'État, on ne peut en aucun cas vouloir encore mettre le bâton sur le roue au chef de l'État. Le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé là-dessus, alors arrêtons les Mais spéculations. les décors, ils font allusion au décor tel qu'il est planté. Madame Akoukou, oui, nous n'en sommes qu'au niveau de la loi organique de la CENI. Il n'y a pas encore de réforme concernant la loi électorale. Et ces sangas, est-ce qu'à ce niveau, il n'a pas raison quelque part? On n'a pas encore mobilisé les fonds nécessaires pour ces élections. Et puis, on n'a pas révisé le fichier électoral. Nous n'en sommes qu'au combat de ceux qui doivent animer, oui, la CENI, des personnes qui doivent animer la CENI. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Non, non, ce n'est pas inquiétant parce qu'on a la parole du chef de l'État. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Alors, nous prenons, merci madame, nous prenons Adrien Malenga. L'UDP se relève qu'il y a une sorte de contradiction alors que vous parlez de convergence. Est-ce que ça vaut la peine de créer ce front en ce moment? Fabien, Oui. ce que je voudrais que l'opinion retienne, c'est que la convergence des efforts de Congolaises et de Congolais pour obtenir des élections crédibles, transparentes et impartiales, et obtenir ces élections-là dans le délai constitutionnel est une très bonne chose pour la démocratie dans notre pays. J'ai entendu mon ami Pius de l'UDPS parler des contradictions, mais il n'a pas relevé cette contradiction parce que moi je parlais de propositions de sortie des crises depuis mars 2019 où on demandait, on réclamait de réformes institutionnelles, notamment de réformes électorales pour garantir la vérité des urnes à l'issue des prochaines élections. Mais je vous ai dit ici, peut-être mon ami Pius refuse de nous entendre, ben, il faut quand même qu'il fasse un effort de nous entendre aussi. Je vous ai dit que le G13 a fait la ronde, on a discuté. Et la seule différence qu'il y avait entre notre point de vue et le point de vue de G13 à l'époque, c'était le cadre dans lequel devaient se passer ces réformes. Donc nous étions mis d'accord sur le fait qu'on devait engager des réformes sérieuses sur le processus électoral, même au niveau de surveillance électorale et tout ça, pour garantir des élections crédibles. Et quel est le pouvoir qui doit engager ces réformes? Non, mais attends. Vous ne reconnaissez pas le pouvoir de Tshisekedi ni d'autres institutions. Quel est le pouvoir qui doit organiser? L'important pour nous, c'est de sauver la démocratie. Vous savez, l'intelligence de la Mouka de Fayoulou, c'était de dire on ne va pas brûler le pays comme la sagesse de Salomon. Quelqu'un qui se précipite pour récupérer le fils d'autrui prend le fils,
pour que le fils reste en vie, nous devons sauver le fils. C'est ce que Fayulu a dit. Rester au pouvoir, c'est un pouvoir de fait, mais engageons de réformes pour qu'aux prochaines élections, Fabien, s'il te plaît, laisse-moi terminer, c'est important, parce que je reviens sur certaines choses qui ont été dites ici, engageons de réformes pour que cette fois-ci, lorsque nous allons aller aux élections, que les électeurs se retrouvent. C'est quand même pas normal, nous sommes dans un pays où les gens vont voter, mais les gens qui votent ils ne gèrent pas le pays. Ça pose problème. Je termine par dire, mon ami Pius peut-être ignore l'histoire récente de son parti et de ce pays, lorsqu'il parle de récupération des actions de la lucha et tout ça. Non, rappelez-vous de celle-ci. Avec l'UDPS, nous étions membres du rassemblement. Nous avons été dans la rue, nous disons toute dynamique, qu'elle provienne de la société civile ou des politiques, mais qui vise à sauver la démocratie, à renforcer notre démocratie, nous sommes partie prenante. Et moi, la question que je me pose, je termine par là. Pourquoi est-ce que les amis de l'Union Sacrée, je ne sais même pas si je dois parler de l'Union Sacrée ou de l'UDPS, insistent sur, pour prendre le cas de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, une loi qui n'a pas l'assentiment des autres parties prenantes. Vous avez les confessions religieuses qui ont fait des déclarations pour dire « cette loi-là est dangereuse ». Vous avez même au sein de l'Union Sacrée, Fabien, au sein de l'Union Sacrée, des voix qui s'élèvent pour dire « attention, cette loi va nous amener vers le chaos ». Et vous avez la société civile qui vous dit « attention, il faut refaire les choses autrement ». Mais l'UDPS s'entête pour nous amener dans un processus électoral déjà bâclé d'avance. La question qu'on se pose, qu'est-ce que l'UDPS gagnerait alors que cette même UDPS, nous avons été dans la rue avec elle en 2011, avril, jeudi serveur, je termine 2 minutes, avec Chabani Jacquemin comme secrétaire général, où nous avons milité pour 2 choses, Fabien. La première, c'est auditer le serveur central de la CENI et deuxièmement, obtenir la dépolitisation de la CENI. Alors, nous disons que nous, en tout cas au niveau de la MOUCA, au niveau de l'ECID, nous encourageons le député Sessanga et nous demandons à d'autres acteurs politiques de comprendre l'importance de réformes qu'on doit engager pour sauver notre démocratie. Monsieur Majombo, vous prenez la parole, on passe au dernier sujet. En tout cas, je reviens tout droit vers monsieur Adrien. Adrien Malenga. Il pose la question à moi directement pour me dire que je refuse de comprendre. Alors je voudrais ici qu'on comprenne une chose, qu'on comprenne déjà au départ de ce qu'il est en train de dire là. La logique de l'ECID, c'est que ce pouvoir, c'est un pouvoir de fait. C'est ce qu'il vient de dire, il vient de le déclarer ici. Et à côté de moi, nous avons un vol qui est avec nous dans l'Union Sacrée. Qui serait avec nous, voilà. Parce que dans l'Union Sacrée. Et parce que là, il est en train de clamer qu'il est avec nous. Et lorsque je vous ai dit que cette démarche, c'est vraiment incompréhensible. Les vues, c'est-à-dire les points de vue, c'est-à-dire les consensus entre les deux n'existent pas. Parce que l'autre se réclame de l'Union Sacrée alors qu'il est rejeté. Alors, posons-nous maintenant la question, cette démarche, qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche? En réalité, c'est-à-dire, il y a une autre réalité. Dans la loi sur la CENI, qu'est-ce qui est décrié par, il semble, d'autres parties prenantes? Effectivement, je pense que nous sommes dans la démocratie. Et la contradiction dans la démocratie est de mise. Je pense qu'il a dit qu'au niveau de l'Union Sacrée, il y a des contradictions. Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'au finish, il y aura un vote et la loi va être déployée. S'il y a des gens... La loi a été déjà votée et même la Cour constitutionnelle a... Mais lorsque la loi est déjà votée, pourquoi encore en discuter? Je pense que ce n'est pas... Là où vous êtes en train de pécher... Elle va être retirée. Là où vous êtes... Je pense qu'il y a des mécanismes. Si cela est fait de façon constitutionnelle... Nous allons les appliquer. Alors nous allons applaudir. Mais là où vous êtes en train de pécher, c'est de croire que dans toute démarche tout à fait institutionnelle,
vous voyez derrière la main de l'UDPS. Non, vous savez, l'UDPS a milité pour la démocratie. Nous sommes là et nous sommes en train, oui, nous sommes en train de tout faire pour que cette démocratie soit une réalité dans cette République. Et voilà, alors, on aborde ce dernier sujet en justice. Matata Pognon, il réclame justement, il veut recouvrer ses immunités. Monsieur Ramazani, comment peut-il parvenir à les recouvrer du moment que déjà on commence à parler des Boukangalonzo alors que le PG, près la Cour constitutionnelle, n'a pas fait formuler une autre fois la demande auprès du bureau du Sénat. C'est à vous la parole maintenant pour chuter. Vous savez, Fabien, avant de répondre, permettez-moi de rebondir un peu. Non, nous sommes à l'autre sujet. Je peux rebondir et puis revenir au sujet. Vous savez, depuis un moment, certains pensent que pour accompagner les chefs de l'État, il faut être flatteur. Et il faut être un djaléliste, comme on le dit dans la rue. Je crois que c'est le cas de Mme Evan et son parti Paneco. Mais ce n'est pas le choix de l'envol. L'envol a choisi la rationalité. L'envol a choisi de dire exactement quand c'est bon et quand c'est mauvais, pour accompagner exactement la vision du chef de l'État jusqu'à sa mise en application. Ça doit se faire au sein de l'Union sacrée. Nous ne le faisons pas en dehors de l'Union sacrée. J'insiste ici que nous sommes de l'Union sacrée. Mais nous ne sommes pas de flatteurs. Nous ne servons pas des individus. Vous allez vers ceux-là qui vous considèrent avoir un pouvoir de fait. Nous nous sommes associés à personne, sauf si M. Pius fait exprès de faire sourde oreille. Nous venons de le dire ici en français. Nous venons de le dire ici devant l'opinion nationale et internationale. C'est le constat que nous faisons sur le terrain. Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas eu de coalition. On parle de convergence de vues. Je le dirais encore mieux. C'est un front qui se met, s'il vous plaît, un front qui se met en place. Et par rapport au parcours, quel est le front qui se met en de place, votre leader, en place, par rapport Flavie. au parcours de votre leader, on sent que c'est quelqu'un qui n'est plus dedans, il n'est plus à l'Union sacrée. L'honorable Sessang a commencé à donner ses positions tout en étant au sein de l'Union sacrée sur plusieurs questions de la vie, de la République, lorsqu'il n'était pas d'accord avec la manière d'agir de l'Union sacrée. L'honorable Sessang l'a toujours dit. Et lorsqu'il était d'accord sur certaines questions, il a toujours dit. Et je ne sais pas pourquoi cela continue à faire. Nous sommes au Kamatata. Il n'y a pas eu de rapprochement entre le Kamatata maintenant et le président Martin Fayoulou. Il n'y a pas eu de coalition, il n'y a pas de projet de créer une plateforme quelconque. Je pense que cela doit être pris pour dit, parce que ce sort de la bouche du porte-parole du parti Envol. On en vient au Kamatata en justice. Au lieu d'avoir un débat à l'interne de l'Union sacrée, vous préférez créer un front et puis aller voir Martin Fayoulou dans vos convergences. On n'a pas créé des fronts. Mais maintenant, on en vient au C'est sur des idées. C'est très important. C'est très important. Sinon, ça va aller dans l'opinion. Il n'y a pas eu de création de front. On n'a pas créé des fronts sur des idées. Sur les idées liées à la tenue des élections dans le délai. Sur les idées liées à de réformes consensuelles, il y a eu convergence de vues entre les Merci Ramazani. Vous n'avez pas trouvé l'Union sacrée. Convergence de vues et adhésion, coalition ou création d'une plateforme, c'est de l'amalgame. Nous sommes au Kamatata. Ok. Est-ce que ce n'est pas son droit de recouvrer ses immunités? Est-ce qu'il faut maintenant continuer à les lui priver en suscitant un autre dossier pour lequel on n'a pas encore formulé une autre demande ou envoyé un autre réquisitoire au bureau du Sénat, ni au Sénat en général? Je me souviens encore, parce qu'on parle des immunités, du professeur Diverger qui lui dit les immunités sont de protection fonctionnelle en vue de mettre à l'abri un élu face à certaines intentions malveillantes dans l'exercice de ses fonctions. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire est que dans la fonctionnalité même des immunités, lorsqu'on lève les immunités, c'est pour une requête donnée, c'est pour une question bien déterminée. Et même lorsqu'il y a clôture du dossier qui a causé la levée des immunités et qu'il y a des éléments nouveaux dans le même dossier, il faudrait au parquet
d'introduire une nouvelle demande afin que l'immunité de l'élu soit levée. C'est ça le droit parlementaire. Aujourd'hui, sur le dossier de la zaïrianisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est sur ce dossier que le bureau de l'Assemblée nationale avait décidé d'autoriser de poursuites contre le sénateur Matata Pognon. Je ne fais pas ici la défense de Matata Pognon. Ici, je parle du droit parce que nous voulons un état de droit. Si nous voulons réellement un état de droit, si les dossiers zaïrianisation est classé ou clôturé parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pouvant clouer l'ancien Premier ministre et qu'on veut le poursuivre pour le dossier Boukangalonzo, alors que l'Assemblée plénière du Sénat avait décidé de ne pas lever ses immunités sur cette question, il appartient ici au parquet d'user de toutes les voies de droit qui seront à sa disposition, attendre la nouvelle session, afin de réintroduire une nouvelle requête en vue de demander la levée des immunités du sénateur Matata Pognon. Merci Rodrigue Ramazani. Madame Akoukou Evan, sur cette question, quelle est votre perception personnellement ou au niveau du parti? Le PG devra-t-il reformuler le réquisitoire concernant le dossier Boukangalonzo ou profiter ou faire d'une pierre deux coups à la lumière des textes légaux pour pouvoir demander des comptes à Matata Pognon? À propos du dossier de Matata Pognon, dans le compte du PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo, nous pensons que ça relève de la compétence de la justice. Si le fait qui lui est reproché, il est coupable de ça, il n'a qu'à assumer ses actes. Mais si la justice la quitte, pourquoi ne pas lui rétablir ses droits? Donc tout relève de la compétence de la justice. Pour l'instant, c'est pas débattre sur un plateau télé. Ah voilà. Ça, je crois que c'est vraiment la sagesse au niveau de ce parti. Monsieur Manenga, de votre côté, apparemment, vous êtes même devenu un peu les défenseurs de Augustin Matata Pognon. Est-ce que vous continuez à soutenir sa démarche, recouvrer les immunités? Qu'est-ce qu'il vous fait dire que nous sommes le défenseur de Matata Pognon? Jamais l'AMOCA a pris la parole pour défendre officiellement Matata Pognon. Ce que nous disons, Fabien, c'est que nous sommes au niveau de principe. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat de col de juriste. Est-ce que la procédure a été suivie? Mais nous savons, nous tous, que lorsqu'une instruction est menée et que le premier dossier est clos, lorsqu'on voudrait encore introduire un autre dossier, même, on a parlé même de nouveaux éléments sur l'ancien dossier, il faut une nouvelle réquisition du parquet. Ça n'a pas été fait. Mais nous disons aussi, Fabien, que l'état de droit, c'est aussi la limitation du pouvoir politique par la loi. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Toutes les autorités, toutes les institutions ont des prérogatives définies aussi bien dans la Constitution que dans la loi organique, tout ce que vous voulez. Et donc, nous, ce que nous disons, que lorsque vous accédez à un niveau de responsabilité, vous devez être redevable, la notion de la redevabilité. Vous avez géré la République, à un certain moment, il faut rendre compte. Mais nous sommes contre du fait qu'on puisse instrumentaliser la justice pour se rendre compte. Je ne dis pas que c'est le cas de Matata Pognon, mais je dis c'est pour ces raisons que le PANECO a dit il faut laisser à la justice de faire son boulot au lieu de faire des déclarations au risque de dire des choses, des incohérences. Non, tout ce que nous voulons, c'est avoir une justice qui fonctionne normalement, pas une justice à deux vitesses. Nous avons le droit en tant que Congolais de réclamer une justice qui ne soit pas à deux vitesses, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous savez, le passage en force que M. Tshilombo a fait au niveau de la Cour constitutionnelle, l'installation de juges au niveau de la Cour, ça fait débat jusqu'aujourd'hui parce que nous sommes dans ça fait débat. Et donc, nous voulons que la justice soit réellement indépendante et qu'elle fasse son travail correctement. Mais c'est que nous disons, si Matata Pognon a commis des délits, il faut qu'il réponde devant la justice, mais nous ne voulons pas que cette justice soit instrumentalisée pour se rendre compte. Et voilà. Pius. Oui. Je pense que cette question, j'aurais aussi l'intérêt d'aller dans le sens. Sur la loi. Il dit, en ce moment, on ne peut pas, par exemple, sans avoir demandé l'autorisation de poursuite,
et sans avoir levé les immunités, après avoir reçu un réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, bon, Matata ne veut pas être entendu quand même dans le dossier Boukangalonzo parce que, selon lui, ça viole les textes et la procédure. C'est vraiment une question très technique de droit qui demande que donc les juristes au niveau de nos institutions judiciaires puissent vraiment s'y appliquer. Et même au niveau du Parlement aussi. Oui, effectivement. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le ministère public est chargé dans une société de défendre les intérêts de la collectivité. Et ici, le réquisitoire qui a été introduit pour que les immunités soient levées ont eu gain de cause au niveau du Sénat et le sénateur Matata Ponyo s'est présenté. Il appartient au ministère public de prendre la mesure si réellement la procédure est épuisée. Mais ce n'est pas au sénateur lui-même déjà de dire que non, voilà, écoutez, j'ai été entendu, on m'a placé en détention préventive et puis maintenant on a la main levée, je demande maintenant que mes immunités me soient... Non, je pense que nous devons prendre patience pour que le ministère public puisse se prononcer là-dessus. Alors, en conclusion, M. Ramazani, est-ce que vous croyez en cette justice qui commence à oser quand même? Les intouchables d'hier sont touchables aujourd'hui, même si on dit que certaines procédures ne sont pas respectées. Comment vous trouvez cette justice? C'est qu'il faut souligner qu'il y a des avancées. L'état de droit n'arrivera pas dans peu de temps, aussi rapidement. Le travail est en train d'être fait, mais seulement il faut continuer à demander au gouvernement de mettre en place une politique publique bien éclairée sur la réforme de la justice en vue de permettre que ce vœu de tout le Congolais, un état de droit, puisse être effectif. Parce qu'à un moment donné, l'état de droit dans notre pays et selon qu'on se trouve au pouvoir ou bien on est dans l'opposition. Lorsqu'on est dans l'opposition, on veut l'état de droit, et lorsqu'on est au pouvoir, on ne veut pas d'état de droit, mais le plus important aujourd'hui est de saluer. Ou bien comme Je parle comme union sacrée, je reste réaliste. Le chef de l'État lui-même indexe le magistrat de corruption, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le chef de l'État, les garants des institutions lui-même décrit la manière dont la justice fonctionne. Oui. Alors, si je ne prends que la partie dont le chef de l'État est en train d'affirmer, je parle comme union sacrée. Madame Akoukou, là, le PANECO croit quand même en cette justice, en ces magistrats. Tous ne sont pas corrompus, on ne les a pas vus en train d'être corrompus, on ne peut pas affirmer des choses. Les influences, on en parle. Est-ce que vous croyez en la justice de ce pays? Oui, le PANECO, nous croyons en la justice de ce pays et j'apprécie beaucoup M. Ramazani pour une fois qu'il émet un avis qui va dans le bon sens, de croire en notre justice. Ah, s'il vous plaît, monsieur Ramazani. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Soyez tolérants. Je vous en prie. Soyez tolérants, s'il vous plaît. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié parce que ce n'est pas en un claquement de doigts que ce pays va changer et tout va progressivement. Et à l'allure où vont les choses, la justice de notre pays est en train de s'enquérir de toute la situation. Et les fausseurs, les détourneurs vont se retrouver en prison, s'il le faut. Que chacun se fasse son boulot. Adrien, Exactement. Votre petit mot de la fin. Vous ne croyez pas en ces institutions, vous appelez le président de la République Tshilombo, même à la cathédrale, on a vu votre patron qui ne s'est même pas mis debout pour le saluer. Mais est-ce que vous croyez au moins aux magistrats? Non, mais écoutez, si je prends l'exemple... Est-ce que vous croyez aux magistrats? Non, mais si je prends, je prends encore comme Rodrigue le propos de M. Tshisekedi Tshilombo, lui-même ne croit même pas à cet état de droit, il ne croit pas aux magistrats. Lui-même déjà, il dit qu'il n'y croit pas. Écoutez Fabien, nous sommes en train de parler de réforme. La réforme de la justice fait partie de réformes qu'il faut engager dans ce pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on envoie à l'UGF arrêter des gens, ou c'est pas moi, instrumentaliser la justice pour inquiéter tel ou tel, pour dire que nous sommes dans un état de droit. La justice congolaise a besoin d'une véritable réforme pour qu'elle soit réellement au service de la nation. Et donc, je dis
Fabien, pour terminer, c'est le moment de la fin, que les Congolaises et les Congolais doivent se tenir prêts parce que dans quelques temps, nous serons dans la rue, dans le cadre de l'article 64. Mais vous faites déjà une communication politique. Pour réclamer, si vous me permettez. C'est une communication politique. C'est l'article. Je ne donne pas de date. Je dis que les gens doivent se préparer parce que nous serons dans la rue pour défendre nos droits en tant que Congolais. Merci. Nous voulons plus de démocratie. Nous voulons une CENI dépolitisée. Nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. Merci beaucoup. Et la rue va parler. Merci beaucoup, mais il faut être fort pour mobiliser cette rue. Nous l'avons déjà démontré. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé aux cathédrales. Vous allez vous rendre compte. Nous avons le vent en poupe. Je pense que pour cette dernière question, nous sommes, nous, UDPS, un parti de masse. Nous avons démontré de quoi nous sommes capables dans ce pays. Et la justice. Nos amis vont aussi expérimenter cela. Alors, la justice. Vous savez, l'UDPS s'est battu pour un changement dans ce pays. Effectivement, nous avons trouvé le pays dans un état complètement Vous êtes aux affaires. Et la justice, pour nous, c'est l'épicentre de notre idéal. C'est-à-dire, l'état de droit, c'est un idéal. Et le peuple congolais doit faire confiance au chef de l'État. Vous avez vu déjà les signes positifs dans le changement. La justice est en train aujourd'hui de faire son travail et nous espérons aller encore plus loin avec ça. Donc, il faut faire confiance. Je crois que la justice et l'UGF ne doivent pas constituer, Non, non, là c'est faux. La justice et l'IGF ne devront pas constituer un canal pour écraser les potentiels adversaires. C'est ce qui se raconte aussi. Merci. Adrien Malenga, merci. Evan Akoukou. Désormais, il faudra compter avec nous. Et puis Majombo, si vous rentrez à Lubumbashi, bon retour. Hein. Merci. Les Kabasele et les autres vont revenir avec Passy. Merci Rodrigue Ramazani. C'est un vol qui revient. On a toujours reçu notre ami Ewing. Voilà. Alors, à vous aussi, merci. Vous voyez que ça a été vraiment comme à la messe aujourd'hui, même si par moments ça a failli bouger. À très bientôt.